avec toutes les rumeurs qui vont bien avec, les médecins en carton qui te disent « Oh, mais si t'es malade, c'est dans ta tête, c'est parce que tu fais trop de sport, pas assez, tu manges pas bien. » Enfin, il y a tout ça et du coup, ça minimise, ça culpabilise beaucoup et c'est très dur à vivre parce que ça rajoute une difficulté, quoi, en plus. Surtout que je rentrais pas à l'hôpital pour une stomie, je rentrais pour la nutrition artificielle. Donc je pensais sortir quelques jours après avec une perfusion, etc. Mais 3 jours après, donc le médecin me dit là il y a plus le choix, on est obligé de faire une stomie et elle sera définitive. Donc c'est sûr que je pense que rencontrer mon mec quelques mois après l'opération, ça m'a aidé à accepter, ça m'a aidé à passer au-delà de la poche et Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des experts, des philosophes qui j'espère vous feront du bien. Vous entendrez aussi des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et des héros du quotidien qui gèrent et qui galèrent, comme vous, comme moi. Ils s'écroulent parfois et ils se relèvent. Juliette, elle est comme un feu d'artifice de vie, de positivisme, d'optimisme et d'humour. Sa joie de vivre est tellement contagieuse qu'on se sent si bien en sa présence. Quel parcours elle a eu. Je devrais dire quel putain de parcours elle a eu. Franchement, je trouve ça vachement trash. Maladie de Crohn, des symptômes vraiment durs et vraiment pas glamour, comme vous pouvez l'imaginer, à partir de l'âge de 15 ans. Cette maladie, qui peut toucher n'importe quelle partie du tube digestif, a attaqué ses intestins et ne lui a pas laissé beaucoup de répit. Elle avait tout le temps mal. Un sacré combat qui s'est terminé par la pose d'une stomie à vie, une annonce dure à digérer, mais notre Juliette ne s'est pas laissée abattre et pourtant, elle aurait eu des raisons de baisser les bras. Son pronostic vital a été engagé à un moment, mais toujours elle s'est relevée. Et, avec un humour décapant, son arme fatale pour traverser tout cela. Il était très important pour moi d'inviter Juliette parce que ce sont des personnes comme elle qui font bouger les lignes et qui aident à réduire le fossé parfois abyssal entre les malades et l'entourage. Elle apporte un autre regard sur la stomie, mais bien plus important, elle apporte un autre regard sur la vie et sur ce qui est vraiment important. Quelle sagesse, quelle philosophie, c'est vraiment un podcast à écouter et à réécouter quand on a un petit coup de mou. Je vous le garantis, vous allez en ressortir non seulement avec la pêche, mais avec une envie de remercier la vie. Sa gratitude et son goût pour la vie sont hyper contagieux. Ils sont même un vrai cadeau. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Juliette. Bonjour Delphine. Merci 1000 fois d'avoir accepté de venir témoigner, de témoigner malheureusement par Zencastr. J'aurais tellement aimé qu'on fasse ça en vrai, mais voilà, on aura une autre occasion de se revoir. On s'était déjà vu à Paris. Je te suis depuis super longtemps et je voudrais vraiment te remercier pour le moment que j'ai passé hier, cette nuit aussi, je tiens à te dire, cette nuit et ce matin, à lire ta bande dessinée, Ma Crohn de vie, qui est pour moi, je crois que je vais carrément te le dire. En fait, c'était un livre d'intérêt public. Vraiment, hein. Merci. Ah oui, non, tu m'as emmené dans tes montagnes russes émotionnelles avec des rires, des pleurs, ça je dois quand même te l'avouer. Vraiment, hyper émouvant. Alors je pense que j'ai pris peut-être un peu plus de temps que quelqu'un d'autre pour le lire parce que je regardais tous les moindres détails, tous les dessins que tu avais choisis, tout jusqu'au moindre petit pli dans le pantalon. C'est extraordinaire. Et je trouve que c'est, en plus, j'ai envie de dire, c'est une bande dessinée, mais c'est presque aussi un roman dessiné, parce que il y a toute l'histoire d'une vie, et il y a tellement de thèmes, d'une profondeur. Alors, j'ai pris des petites notes, il y a des petits thèmes dans le grand thème, tu vois, tu parles du bénévolat à un moment, tu parles d'animal de compagnie, ça tout le monde connaît Marlito, tu parles de la relation patient-médecin, tu parles de la mort, tu parles de l'addiction à la morphine, du soutien, de l'amour, de la gratitude d'être en vie, du handicap invisible. En fait, t'as tout abordé, quoi. En si peu de mots, mais ils sont tous hyper choisis. Enfin, voilà.
Merci. Je vais arrêter là parce que c'est toi qui m'as parlé. Merci, c'est Mais adorable. c'était bon. Alors maintenant, ce soir, je crois que mon programme c'est la deuxième BD. Enfin, la deuxième. Enfin, c'est pas que la deuxième que tu as dessinée, hein, mais couple parfait ou pas. Et on verra si je suis un, un couple parfait ou pas. Et donc voilà. Merci pour tout ce que tu fais parce que c'est juste extraordinaire. Bah, merci beaucoup pour ton retour, ça me fait super plaisir en tout cas. Et puis que tu Ah non, regardes les petits détails, c'est génial parce que moi j'adore les détails et je me dis bon, je les fais pas pour rien, donc c'est chouette d'avoir des gens qui vont comme ça ben, scruter. mais c'est ça qu'on aime chez toi. C'est ça qu'on aime parce que c'est les détails de dessin. Enfin oui, tout. Mais je me disais, mais quand est-ce qu'elle a pensé à mettre ça à l'hôpital, le petit sac qui pend sur le lit, les petites pantoufles, enfin tout. Et c'est désopilant aussi quand même. Hein, il faut quand même le dire. Donc voilà, on va commencer de manière un peu classique. Bon, il y a beaucoup de personnes qui te connaissent, mais il y a beaucoup qui vont te découvrir aussi, parce qu'on arrive aussi dans une communauté de personnes qui sont touchées par le cancer. Donc Juliette, voilà, on va commencer de manière assez classique, comme sur tous les podcasts. Est-ce que tu pourrais retracer ton histoire personnelle, médicale, évidemment, parce que les deux sont liés, et quand tout a démarré en fait? Alors oui, c'est vrai que ça se chevauche un petit peu, mais pour reprendre les choses du début, moi en fait j'ai eu les premiers symptômes d'une maladie que je connaissais pas quand j'avais 15 ans. Donc ça s'est exprimé plutôt avec douleur au ventre, diarrhée, et on a pensé tout de suite à une gastro. Mais finalement, 6 mois plus tard, moi j'ai eu de la chance, j'ai eu un diagnostic assez rapide. 6 mois plus tard, on m'a diagnostiqué la maladie de Crohn. Donc pour expliquer un petit peu, la maladie de Crohn, en fait, ça fait partie des MICI, des maladies inflammatoires et chroniques de l'intestin. Et en fait, c'est une maladie qui s'attaque à n'importe quelle partie du tube digestif, donc de la bouche à l'anus. Et moi, ça s'est concentré sur le gros intestin. Et voilà, ça s'est traduit par les symptômes que j'ai évoqués avant, avec en plus dénutrition, fissure des intestins, du sang dans les selles, beaucoup de fatigue, etc., douleurs articulaires également. Et donc, moi, à 16 ans, j'étais diagnostiquée de la maladie de Crohn, ce qui fait que assez jeune, finalement, j'ai eu un parcours qui s'est compliqué de plus en plus avec la maladie, que ce soit pour mon lycée, pour les études, pour le travail, terriblement, parce qu'en fait, c'est allé crescendo de pire en pire. Et je crois que c'était quand même un avantage de l'avoir si jeune, parce que j'avais le côté insouciante. Donc, comme j'étais ado, je connaissais pas. Donc, je me disais, je suis malade. Je peux juste te poser une petite question parce qu'en fait, les 6 mois, c'est quand même une longue période. En fait, quand on a tous ces symptômes qui sont hyper invalidants et on trouve pas, tu sais, de l'errance de diagnostic pour toi, ou c'est simplement que c'est très compliqué à détecter, en fait, cette maladie? C'est compliqué à déceler. D'abord, il y a moi, ça s'est révélé en janvier-février, donc ça correspondait bien à la période des gastro. Donc c'était ça aussi un petit peu le problème. Je pense qu'il y a la jeunesse du patient qui fait qu'on pense pas tout de suite à une maladie comme ça aussi invalidante et qu'on élimine d'abord les maladies courantes. Bien Et sûr. 6 mois, c'est pas très long parce que ma maladie, elle a commencé assez doucement. On va dire qu'elle a été sympa au début. Elle m'embêtait plutôt entre 5h et 9h, 11h du matin. Donc finalement, je pouvais faire ma journée tranquillement, etc. Et puis moi, ça m'inquiétait pas non plus tellement au début. Donc c'est petit à petit où tous les mois, je revenais chez mon médecin en disant j'ai encore une gastro. Ah j'ai encore une gastro. Qu'au bout d'un moment, mon médecin généraliste a dit non, là, c'est un peu plus grave que ça. Et effectivement, il y a les examens qui sont un peu longs. Bon, il y a les prises de sang, il y a l'analyse de sel, mais il y a surtout la coloscopie. Donc avec une caméra qui va aller voir dans les intestins s'il y a des traces, voilà, des lésions de la maladie. Et bon, ça a été du coup une évidence chez moi. Mais c'est vrai que c'est le temps de prendre rendez-vous avec un spécialiste, etc. C'est une période qui est plutôt courte finalement. Donc j'estime que j'ai de la chance. Et en fait, la coloscopie, c'est facile à déceler. Donc une fois qu'il y a la caméra, on est sûr de Crohn ou pas Crohn, quoi. Alors moi, c'est facile parce que c'était gros intestin, donc c'était assez bas. Ça peut être plus compliqué s'il faut remonter haut vers l'intestin grêle, si c'est au niveau de l'estomac, etc. Parce que voilà, maintenant il y a une capsule aussi avec une petite caméra qu'on avale, etc. Enfin, il y a d'autres moyens aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi j'ai de la chance, c'était une évidence parce que c'était bas et que ça se voyait. C'est pas toujours le cas. Ah oui, ça peut démarrer carrément dans l'estomac. En fait, on peut avoir Crohn au niveau de l'estomac. Ouais, on peut avoir Crohn, l'œsophage, ouais, voilà, de la bouche à l'anus, en fait, c'est n'importe quelle partie Crohn. Donc ça peut évoluer. Et je vais te poser c'est peut-être une bête question, mais en fait, c'est juste la faute à pas de chance. Est-ce qu'il y a un terrain? On attrape voilà. Comment est-ce qu'on attrape Crohn, quoi? Voilà.
C'est vraiment Eh ça. ben, c'est bien le problème. Comment est-ce qu'on attrape Crohn? Voilà, essayons de répondre à cette question. En fait, ils sont encore en train de chercher les causes. Alors, il y a plusieurs facteurs qui joueraient. Il y a le facteur environnemental, peut-être la pollution, peut-être l'alimentation, peut-être le mode de vie, en fait, parce que c'est une maladie qui se concentre quand même beaucoup sur l'Occident. Mais il y aurait alors la partie génétique, ils sont pas tous d'accord, donc ça c'est plutôt écarté maintenant. Et voilà, il y aurait un terrain propice avec un système immunitaire qui a une fragilité. Et en fait, il y a plein de théories. Donc pour l'instant, on ne sait pas vraiment Mais comment on attrape ça. il y a combien de cas en France? Il me semble que tu l'as mis au début, c'est énorme en fait, hein. 230 000 et ça a augmenté. Et ça augmente, oui, de toute manière. C'est une maladie du XXe siècle, donc ça ne fait qu'augmenter. Alors, est-ce que les diagnostics se font mieux maintenant ou est-ce qu'il y a encore plus de cas? Ça encore, c'est une nouvelle question, on ne sait pas. Et une maladie aux grandes conséquences, hein, on va dire quand même. Est-ce que tu peux retracer un petit peu ton parcours et puis on va parler des thèmes qui te tiennent vraiment à cœur? Alors moi, c'est vrai qu'elle a commencé doucement, mais par contre, j'ai une maladie qui a pas été sympa parce que normalement, c'est une maladie qui fonctionne par poussée, c'est-à-dire qu'on a des phases de crise et puis il y a des phases où tout va bien ou à peu près. Et en fait, moi, j'ai jamais eu de phase où tout va bien ou à peu près. À partir de mes 15 ans, j'ai eu tous les jours mal au ventre, tous les jours des diarrhées. C'était systématique, il y avait vraiment aucune pause là-dedans. Donc on a commencé par un traitement assez doux au début qui n'a pas fonctionné, puis un traitement qui a fonctionné pendant 1 an et demi par injection sous-cutanée. Ça a été bien parce que ça m'a foutu la paix au lycée, donc j'ai pu passer mon bac, tu vois, j'ai pu commencer ma jeunesse, l'apéro, les restos, enfin les restos non pas du tout parce qu'il n'y a pas de thunes, mais plutôt les boîtes. Toujours l'apéro avec toi, j'adore. J'aurais remplacé ce mot par la convivialité, mais bon, ouais, non, c'est ça. Hein. J'ai commencé comme ça. Au terminal, je commençais à sortir, tout ça, m'amuser. Donc ça m'a laissé tranquille à ce moment-là. Et malheureusement, après mon bac, je suis partie de chez moi, donc je suis allée faire mes études à Angoulême. Et le traitement m'a lâché parce que mon corps s'est habitué assez rapidement. Donc ça veut dire que ça fonctionnait plus et que tout revenait, quoi, les diarrhées, les douleurs, tous les problèmes revenaient. Et à partir de là, c'est la catastrophe parce que j'ai fait des traitements expérimentaux et finalement rien n'a fonctionné. J'ai essayé des médecines alternatives, j'ai essayé différentes méthodes, la sophrologie, l'acupuncture, le yoga, des régimes, enfin plein de choses parce que comme on ne sait pas comment la soigner et que c'est différent selon les cas, autant mettre toutes les chances de son côté. Et donc ça m'a accompagnée. Donc au niveau des études, ça a été difficile, beaucoup de cours manqués, évidemment. Après, j'étais bien entourée, quoi. J'étais avec des gens sympas qui me ramenaient les cours, qui me lâchaient pas, que je voyais en soirée, etc. Donc, j'ai eu de la chance quand même d'être toujours accompagnée. Mais ce que je trouve très lourd, Juliette, dans cette maladie, c'est que c'est quand même des trucs pas cool, quoi. C'est les intestins, c'est les diarrhées, c'est pas, c'est intime. C'est pas glamour. Ah ouais. Mais c'est pas, ouais, et j'ai l'impression que tu dois tout le temps calculer comment est-ce que ça va être si je mange ça. Enfin, c'est vachement, enfin, c'est invasif, quoi. Ça interfère tout le temps avec ta vie quotidienne en permanence, quoi. Et en ça, plus, c'est hyper stressant. du tout, quoi. Oui, c'est hyper stressant parce que t'as pas envie d'en parler, hein, forcément. Surtout en plus à cet âge-là, puis je crois que même à n'importe quel âge, personne n'a envie de se présenter en disant bonjour, je m'appelle Juliette Mercier, j'ai 12 diarrhées par jour. Enfin, et pourtant, va falloir le savoir parce que de toute manière, ça va se voir à un moment que j'ai un comportement en décalage par rapport aux autres. Forcément, je suis mal à l'aise dans les conversations qui durent longtemps parce que je peux avoir des douleurs. Le matin, je peux arriver en retard parce que pareil, j'étais bloquée aux toilettes. Les lieux fermés où il n'y a pas de toilettes comme le métro, c'est l'enfer, quoi. C'est est-ce que si j'ai une crise, comment ça va se passer? Je vais me faire dessus, c'est catastrophique, quoi. C'est clair que c'est un stress permanent. Il faut le gérer en essayant d'avoir aussi une vie à peu près normale à côté. Ouais. Et en même temps, c'est une phase quand tu as 18 ans, quand tu fais des études, où tu fais des rencontres, où tu as envie de suivre le mouvement et de tester plein de choses. Donc c'est vrai que c'est difficile à gérer, c'est difficile d'en parler parce que c'est tabou, mais aussi parce que on a honte nous-mêmes avant même que les autres soient gênés pour nous ou quoi que ce soit. C'est le regard qu'on porte sur soi. De toute manière, je pense ça va et ça vient avec la maladie, mais moi je pense qu'il s'est dégradé en fait au fil des années.
Est-ce que tu penses que ça venait du regard des autres aussi, qui a fait que ça... Parce que c'était intéressant quand on a préparé l'interview, tu parlais des deux regards, le regard qu'on a sur soi et puis le regard des autres, quoi. Ouais. Alors, en plus, j'ai eu 3 styles de regards différents, on va dire le regard que je portais sur moi, qui était difficile parce que bon, on essayait de faire abstraction en même temps, mais voilà, c'est comme tu dis, on est enfermé, c'est vraiment que du stress. Il y a le regard de ceux qui nous entourent, de nos proches qui sont bienveillants, mais en même temps qui sont très inquiets, qui ont peur, qui nous soutiennent, et donc c'est aussi un peu ça nous ramène toujours quand même à la maladie et cette condition de malade. Et puis il y a le regard de ceux qui comprennent pas, avec toutes les rumeurs qui vont bien avec, les médecins en carton qui te disent oh mais si t'es malade c'est dans ta tête, c'est parce que tu fais trop de sport, pas assez, tu manges pas bien. Enfin il y a tout ça, et du coup ça minimise, ça culpabilise beaucoup, et c'est très dur à vivre parce que ça rajoute une difficulté quoi en plus. Mais ça, Juliette, quand le diagnostic était posé, tu n'as plus eu quand même des remarques comme ça, où tu as continué c'est si. toujours ah oui, encore, c'est le problème toujours. C'est le problème du handicap invisible, évidemment, parce que c'est incroyable comment tu l'as écrit de manière tellement géniale. J'ai une belle cape d'invisibilité qui rend la maladie presque impossible à deviner. Je trouve que c'était dit, tu vois, c'est de nouveau imagé, on imagine la cape, mais c'est fou que même avec un diagnostic, tu as encore des remarques déplacées de t'es malade quand ça t'arrange, oui, c'est ça, t'es feignant. Bon, alors j'avais le pire, le must que je pouvais avoir, comme quand même c'est un handicap invisible, mais j'étais très maigre quand même, donc ça se voyait forcément, et c'était surtout mais tu fais exprès, tu veux pas manger parce que tu veux perdre du poids, ou parce que t'es anorexique, parce que tu veux faire une carrière de mannequin, enfin des trucs délirants, alors qu'en fait j'étais dans un amaigrissement qui n'était pas du tout sain, contrôlé, volontaire, etc. Enfin, et en plus l'anorexie, je trouvais ça ridicule parce que c'est aussi une maladie. Donc vraiment le regard des gens, ouais. Et alors je sais pas, peut-être des fois il y a une forme de protection aussi, de se dire je veux pas voir, je veux pas savoir, je reste dans mon univers où personne n'est malade, et où tout le monde va bien, et je veux pas voir que c'est une vraie maladie qu'elle a, parce que là ça change la donne quoi quand la personne est vraiment malade. Ouais, ou alors c'est aussi des gens qui comprennent pas parce ils connaissent pas tout va bien autour d'eux, il y a pas de malade, et donc ils sont complètement hermétiques à ça. Mais moi, je me dis souvent, tu vois, j'ai dû être aussi hyper maladroite, en fait, finalement, avec des personnes il y a longtemps, tu vois, je connaissais pas la réalité du cancer, et je me dis mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai dû être maladroite parce que je ne connaissais pas. Et donc je trouve que le fait la manière dont tu informes de manière sympa et tout ça, il faut continuer à informer quoi, parce que c'est vrai que je pars du principe que c'est souvent des maladresses plutôt que vraiment une mauvaise intention. Oui. Mais ça fait mal pour autant. Oui, mais on apprend à faire la différence, je pense. Et de toute manière, des maladresses, il y en a toujours eu, et peut-être il y en aura encore, même si on est informé. Moi, qui traite par exemple tout avec humour, il y a des personnes qui sont pas prêtes à entendre des blagues, ou à prendre les choses avec humour. Et du coup, des fois, moi aussi, tu vois, je fais des maladresses et je me dis oulala, j'ai bien loupé une occasion de me taire parce que ça fait rire que moi, et finalement, ça dédramatise pas du tout la situation, ça minimise les choses pour la personne, et c'est vachement dommage parce que. Tu veux dire d'autres personnes avec une stomie qui vont pas rire de tes blagues? Ouais, ou avec une autre maladie. Enfin, moi, je le fais avec tous les événements tristes et malheureux. Donc, ça peut être la maladie, ça peut être une mauvaise journée, la perte d'un travail, enfin vraiment tout et n'importe quoi. Et des fois, en fait, à tout prendre avec humour, parce que moi, ça a été ma manière, mon moyen de défense, en fait. Extraordinaire. Moi, je passe au travers comme ça. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et puis il y a des moments aussi pour ça. Il y a des moments où t'es prêt pour en rigoler. Il y a d'autres où t'es pas prêt pour en rigoler, ou ça dépend quoi. Alors moi, j'ai l'impression que tu étais quand même dans une famille qui rigolait quoi. Moi, je suis un peu amoureuse de ton papa. Hein. Je le dis là parce que dans la BD là, je me suis dit oh là là, ça, je suis amoureuse de ce personnage là. Je trouve qu'il est hyper touchant. Mais ils ont l'air d'être drôles aussi quoi. Ils ont l'air d'avoir été extraordinaires avec toi quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai que je crois que de toute façon c'est d'eux que j'hérite vraiment cet humour, parce que moi je pense qu'au début ça me faisait pas tellement rire, mais quand je rentrais à la maison et que je disais oh là là c'était catastrophique aujourd'hui, je sais pas, j'ai dû me soulager derrière un buisson ou dans un parking, et là en fait à la maison on rigolait, on se foutait de ma gueule, et je pense qu'à force je me suis dit mais en fait c'est vrai que j'ai le choix, soit j'en rigole, soit je le prends à la rigolade et finalement il y a quelque chose de positif qui sort de ça,
soit je m'enterre dans le truc négatif, je m'apitoie sur mon sort et ça m'aide pas à avancer. Donc c'est vrai que là-dessus, j'ai été vachement aidée. Et puis tout le monde a eu son rôle, quoi. Il y a eu ma mère qui a été très présente pendant très longtemps pour me prendre des rendez-vous, pour vraiment être dans le suivi médical, etc., à fond derrière moi et m'accompagner au rendez-vous. Il y a mon père qui, lui, était très dans l'humour aussi, puis très attaché à sa fille, à être à l'hôpital, voilà, à lâcher le travail pour venir à l'hôpital avec moi. Et puis il y a ma sœur qui, je pense, elle, son rôle, c'était un peu de me bouger, de me booster, de me dire allez viens, tout va bien, et tu fais chier, on va faire ça quand même. Enfin voilà, de vraiment réveiller le côté en bonne santé. Donc finalement, chacun avec son caractère a joué un rôle hyper important et hyper bénéfique dans mon parcours, quoi. Mais et je trouve que c'est chouette en fait, même pour les accompagnants, de lire cette BD parce que ils voient à quel point ça a été. Enfin, tu le dis en plus. Hein, j'adore ces débuts de chapitre où tu as vraiment du texte. Tu expliques que sans eux, tu n'aurais pas pu traverser tout ça, sans ce soutien et sans cet amour inconditionnel, ce qui n'est quand même pas toujours le cas, hein, de la part d'une famille, de la part de parents, de la part d'enfants. Peu importe les raisons, on n'est pas là non plus pour dire que. Mais parfois c'est malheureux et il n'y a pas ce soutien. Et on voit à quel point ça t'a tellement porté et tellement ça t'a nourri, aspergé d'amour, quoi. Ouais. Et puis c'est vrai que quand j'ai écrit le livre, j'avais le recul nécessaire pour m'en rendre compte. Parce que quand j'étais dedans, avec la maladie, avec la douleur, avec tout ça, j'étais quand même vachement focalisée sur moi, mon bien-être pour aller mieux et avancer moi et me tenir moi. Voilà, ce qui peut être normal aussi, mais du coup, j'ai pas vu que tout autour de moi, il y avait des coups de mou, il y avait des difficultés, c'était difficile aussi pour eux parce que c'est extrêmement dur pour les proches de tenir et de pas montrer que c'est difficile, quoi. Et donc j'ai voulu vraiment dans ce livre, c'est ça que j'ai voulu exprimer, quoi, de leur dire merci, quoi, d'une certaine manière, parce que je leur dirai jamais assez. Et dans ce qu'ils ont fait de bien et dans ce qu'ils ont loupé, certainement, en fait, tout a fait que finalement ça a été exactement ce qu'il fallait faire. Donc Et c'était sur la longueur et disons-le, moi j'ai un peu chuté avec toi aussi quand je lisais, je me dis voilà, elle va vraiment pas bien, ça a été vraiment pas bien. Et donc tu parles de cette tu as quand même parlé de la mort. Ah oui. Il y a eu une dégringolade, ça a été une descente, ça a été terrible quoi pour toi, tu as été vraiment très 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 malade. Ouais, les dernières années avant l'astomie, c'était vraiment un enfer parce que en plus je travaillais, je commençais mon travail, donc j'avais envie de faire mes preuves, donc je poussais vraiment dans les derniers retranchements et je faisais tout pour essayer de tenir, bosser, promener mon chien et être un peu présente. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, c'était tellement catastrophique que j'étais dans un état de toute manière mon pronostic vital était engagé. Donc donc ça c'était dit. Et après l'opération, c'était engagé pour une histoire de dénutrition ou pas? C'était engagé parce que on n'imagine pas que Crohn peut amener à ça, quoi. Dénutrition et aussi l'état des intestins parce que mes intestins étaient très fissurés. Donc le problème c'est que ça peut faire. J'avais déjà fait des hémorragies, des choses comme ça, mais il y a un moment où le combo de tout ça, ne plus pouvoir s'alimenter, ça fait qu'on est de plus en plus proche quoi de la fin parce qu'il y a un moment où on peut plus tenir. Hein. Donc c'est vrai qu'à l'hôpital, j'ai eu cette expérience où je pensais vraiment que c'était la fin. Enfin, quand quelqu'un quittait la pièce, je me disais peut-être que je le reverrai pas. Quand il est arrivé, j'étais excessivement heureuse de le voir parce que je pensais que je le reverrais plus. C'était difficile et ça m'est resté pendant longtemps quand même ce vertige-là d'avoir peur de partir, de plus être là et de réaliser que c'était difficile, quoi. Est-ce que c'était cette sensation que ton corps n'arrivait plus à suivre, en fait? Vraiment, il n'arrivait plus. Tu avais confiance, néanmoins? En fait, le problème, c'est que j'avais tellement mal et ils arrivaient pas du tout à me soulager après l'opération que je pensais que si j'étais à l'hôpital et qu'on n'arrivait pas à me soulager, alors que normalement, c'est quand même le meilleur endroit pour qu'on puisse me soulager, c'est qu'il y avait un problème, qu'on voulait pas me le dire et que une chance sur deux, quoi. Et donc, je le sentais mal parce que ça n'allait pas de mieux en mieux, c'était linéaire et ça ne s'arrangeait pas. Donc je me suis dit il y a un moment où ça va être la fin, où je vais pas me réveiller, ou voilà. C'était ça en fait, la douleur. Mais ça c'était après la pause de l'astomie, hein, ou pas? Ouais, ça c'est en fait les suites opératoires de l'astomie, ouais. Les suites opératoires de l'astomie, quoi. Ouais, qui se sont mal passées en fait. Alors c'est pas comme ça pour tout le monde, hein. Il y en a qui le vivent très bien, qui sortent au bout de quelques jours. Mais moi je suis arrivée à l'hôpital, je faisais 37 kilos
pour 1m69, j'étais vraiment au plus bas. Et forcément, c'est beaucoup plus difficile de remonter la pente quand t'es tout en bas, quoi. Donc, les suites opératoires ont été compliquées. Du coup, j'ai eu des complications, c'est vraiment le mot. Et ça a duré un moment, mais ça a duré, on va dire, 2 mois pour être en pleine forme. Finalement, c'est pas si Alors, long. bon, quand même, tu nous apportes un regard, et ça c'est vraiment un cadeau pour nous tous, tu apportes un autre regard sur la stomie. Stomie, quand même, c'est logique que ça fasse peur. Personne n'a envie de vivre avec une stomie. Voilà, je sais, dans le groupe de soutien, toutes les personnes qui sont touchées par un cancer colorectal, c'est leur grande crainte. Même celles qui doivent avoir une stomie pour 3 mois, c'est une crainte énorme. Et toi, tu apportes ce regard. C'est vraiment un cadeau, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont hyper inspirés par toi. Ceci dit, le diagnostic, donc Crohn, d'accord, mais après, qu'on t'apprenne que tu dois avoir une stomie à vie, comment tu l'as vécu? Ça, j'ai pas du tout apprécié la nouvelle, hein. Ah non. Surtout que je rentrais pas à l'hôpital pour une stomie, je rentrais pour la nutrition artificielle. Donc je pensais sortir quelques jours après avec une perfusion, etc. Mais 3 jours après, donc le médecin me dit là il y a plus le choix, on est obligé de faire une stomie et elle sera définitive. Donc ça fait double choc parce qu'en plus elle était pas temporaire du tout, il y avait pas le choix. Et donc j'étais en colère. Enfin c'était un mélange. Voilà, d'extérieur, j'étais vraiment en colère. Ce que j'exprimais, c'est que je voulais pas du tout parce que j'avais peur que ce soit handicapant, j'avais peur pour mon image, j'avais peur parce que j'étais célibataire aussi, j'avais peur pour plein de choses, que ça marche pas aussi cette opération et que je sois malade et avec une poche. Et puis d'un autre côté, j'ai confiance pleinement en mon médecin, hein. Je l'ai choisi aussi pour lui, ce qu'il est et ses compétences, et c'est clair que quand il m'a dit ça, je me suis dit ok, t'as pas le choix et c'est forcément la bonne solution si c'est ça qu'il te propose, hein. Il l'aurait pas fait sinon. Donc d'un autre côté, j'avais déjà un peu abdiqué en fait. Ouais. Donc malgré tout, j'ai cherché des témoignages sur internet, sur les blogs, sur les réseaux. Ça m'a pas du tout rassurée, quoi. J'ai vu des témoignages, des histoires pour des gens pour qui ça se passait très mal, qui racontaient sur internet, qui demandaient des conseils, parce que c'est vrai qu'en fait quand ça se passe bien, finalement je pense que les gens ils vivent leur vie, ils sont dans leur truc et ils viennent pas forcément raconter. Donc ce que j'ai lu moi c'était catastrophique. Donc je me préparais vraiment à ce que ce soit difficile, à avoir des fuites tout le temps, à ce que ce soit dégoûtant, enfin tu vois, j'avais un tableau horrible de la stomie. Et t'avais pas trouvé des groupes privés sur Facebook avec des gens qui vivaient, j'imagine qu'il y a plein de groupes comme ça, mais t'avais rien trouvé de positif en fait? Non, puis je connaissais pas ces groupes-là non plus. Ouais. À l'époque, c'est vrai que j'étais pas trop sur les réseaux et tout ça, donc j'avais pas eu l'idée. Et la j'imagine seule chose... qu'il y a personne qui raconte youpi, je vis super bien avec ma stomie, évidemment, sauf notre Juliette, Voilà, c'est pour ça. qui vient tout. Voilà, mais donc ça vient un petit peu quand même, hein. Il y a de plus en plus de gens qui racontent justement parce qu'ils se disent peut-être que ça peut aider d'autres personnes. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai pas trouvé. Il y avait peut-être quelqu'un, mais je l'ai pas trouvé. Et mon médecin, il a fait un truc super, c'est qu'il a contacté 2 anciennes patientes à lui et elles sont venues me voir à l'hôpital et elles m'ont expliqué la vie qu'il y a une stomie. Même ça, c'était la révélation parce qu'elles sont arrivées toutes mignonnes, toutes pimpantes, elles travaillaient, elles voyageaient, elles avaient un mec, des nanas de 28 ans qui faisaient ce qu'elles voulaient. Donc là, je me suis projetée, je me suis dit j'ai une petite chance quand même d'être comme elle, donc j'espère, je croise les doigts. Mais high five à ce médecin, quoi. Il est extraordinaire, ce type. Ça, c'était vraiment le truc qu'il fallait faire. Ah ouais, vraiment. En plus, il y en a une des deux avec qui je suis encore copine, et puis on est vraiment copines de stomie, quoi. Je vais la voir chez elle, on discute, on est hyper contents de se raconter nos trucs, nos anecdotes de stomisés en fait, parce que on peut se les raconter un peu qu'à nous, on se comprend vraiment qu'entre nous pleinement, quoi. Et ça, c'était vraiment la révélation, hein. Donc il y a vraiment eu un processus d'identification. En fait, tu t'es dit, ok, elles sont comme ça va, je vais trouver la force et c'est ça. C'est génial, c'est de l'espoir, un exemple, quoi. De l'espoir. Ouais, tout à fait. Et donc au début, la stomie, comment ça s'est passé? Enfin oui, il y a eu les suites opératoires et puis après voilà. Est-ce que tu peux nous parler de cette image que tu avais de toi et puis l'image des autres aussi? Alors l'image, la mienne au début, forcément, mon regard sur moi-même, ça a été un peu difficile. Quand je me suis vue avec la stomie, j'ai éclaté en sanglots, hein, évidemment. Hein, on va pas dire que tout est beau, tout est rose. Hein. La réalité, c'est que c'est difficile au début. Il y avait pas que la stomie aussi. Hein. Il y avait mon corps qui était très maigre, il y avait mon teint qui était très gris. C'est un petit peu comme si
comprenait que j'étais malade et que ça se voyait, quoi. Je me retrouvais dans le miroir et je dis ah oui, quand même, j'ai pris cher. J'avais pas remarqué parce que ça allait tout doucement, mais finalement là je le voyais. Et puis j'ai cherché à m'habiller au début, à cacher un petit peu les choses pour pas que ça se voit, à mettre un maillot de bain une pièce aussi parce que je voulais pas que ça se voit à la plage. Et je suis sortie j'étais chez moi en juin, donc c'était l'été. Donc c'est un peu le moment où tu le caches le moins bien. Donc évidemment. Ouais, tu dois commencer à vivre avec ça et tu arrives pas à le cacher si bien que ça en plus, quoi. Ouais, voilà, donc si je voulais aller à la plage, à la piscine, c'était obligatoire de mettre un maillot de bain de 2 pièces parce que le une pièce finalement, ça provoquait des fuites parce que ça écrasait ma poche et voilà. Et donc c'est vrai que ça a été compliqué au début pour moi, mais en fait moi ce qui m'a permis de passer outre, c'est vraiment d'être capable de faire ce que je veux. Et ça, je me suis dit mais en fait ça c'est tellement plus important de pouvoir faire ce que je veux que de ressembler à ce que je voudrais avoir l'air, quoi. Enfin, tu vois, je préfère pouvoir aller à la plage, aller au resto, aller à l'apéro, voilà, retrouver les bases, aller en boîte, faire du surf, m'éclater. C'est vachement plus important que, voilà, puis en plus, j'ai plein de défauts. C'est là où je me suis dit, non, mais attends, t'as ta poche. Mais au final, il y a d'autres choses que t'aimes pas chez toi. Ben, tu vas faire pareil avec elle qu'avec le reste, quoi. Il y a d'autres choses que t'aimes bien. Bon, ben, c'est un mélange de j'aime pas. C'est ça la vie, quoi. Et puis, on va avancer comme ça. L'important, c'est plus qui tu es que ce dont tu as l'air, quoi. Donc, vraiment, en fait, c'est une remise en question, les priorités de la vie, quoi. Bah, Et puis, écoute, ouais, mais tu as vu ça avec beaucoup de sagesse. Et ton credo, là, j'adore ton credo. Je m'en tape. voilà. Mais non, mais j'adore parce que dans ton livre, tu dis finalement une phrase qui est bien plus sage qu'on ne le pense, mais je m'en tape. C'est vraiment ça, quoi. Mais bon, ça veut dire que tu avais déjà fait tout le processus d'acceptation. Enfin, ça a pris du temps quand même, ce processus d'acceptation. Ça a pris non, je suis sortie j'étais chez moi en juin et en juillet j'étais à la plage et je montrais ma stomie et en fait aussi c'est se jeter dans la gueule du loup, c'est se dire bon ben j'y vais parce que déjà peut-être que les limites c'est moi qui les mets et finalement les autres les ont mis vachement plus loin. Donc allons-y, voyons comment ça se passe. Et puis c'est vrai que quand je suis allée à la plage, franchement, je voyais qu'il y avait des regards de temps en temps, etc. Mais j'y ai pas vu du dégoût, j'y ai pas vu vraiment quelque chose de méchant, de mauvais. J'y ai vu de la curiosité, ce que je peux comprendre parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Ouais. J'ai vu de la compassion, ce qui est plutôt gentil parce que, enfin, on se dit mince, la pauvre, je pense que les gens doivent se dire, elle est un peu jeune pour ça et donc c'est pas méchant non plus. Mm-hmm. Et en fait, les regards, voilà, je les ai plutôt bien pris. Je les comprends tout à fait. Et je pense qu'aussi que sur la plage, en fait, on arrive tous un petit peu en se dévoilant, quoi. Il y a personne, je crois que je te l'avais déjà dit cette phrase, il y a personne qui arrive en Beyoncé, mais c'est vrai. Moi, j'ai aucune copine qui se dit, je suis trop canon, je suis contente, regardez-moi à la plage. On a tous des poils à planquer, des vergitures, enfin, et les mecs, je sais pas, autre chose, des poils, le bide, les muscles, enfin, voilà. On a tous un petit complexe à la plage, mais on passe tous au-delà, quoi, parce que c'est plus le moment qui est intéressant que Oui, le jugement, quoi. il y a toute une page justement sur les statistiques que tu as fait là avec ton petit Marlito là, en disant 100% des cons trouvent ça dégueulasse. Donc ça, Voilà. c'était vraiment voilà, mais est-ce que tu as été mais aussi enfin moi je trouve ça touchant évidemment parce que évidemment que j'ai qu'un regard de compassion. Et donc on va déboucher sur quoi parce qu'il y a encore tellement de choses à raconter. Donc toi tu as vécu cet été à la plage, tu as rencontré quelqu'un en plus, non? Et oui, j'ai rencontré mon chéri que j'ai gardé. C'est quand même. Alors, dis-nous, voilà, justement, cette poche, c'est un filtre à quoi? À con. Un filtre à blaireau, t'as mis. À blaireau, c'est ça, ouais, voilà. Un radar à blaireau. Un radar à blaireau, t'as mis. Je pense que ça fait le tri, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter cette rencontre? Parce que je trouve que c'est une histoire qui est tellement pleine d'espoir et même, tout le monde peut l'écouter, même les femmes qui n'ont pas une stomie, mais qui sont complexées, qui disent, ou toutes les femmes qui ont eu une chirurgie mutilante, comment ça s'est passé? Parce que c'est hyper touchant. C'est hyper touchant et c'est un peu dégueu aussi quand même parce que du coup, je l'ai rencontré. Moi, la première rencontre que j'ai faite avec mon mec, c'était d'abord un premier contact en boîte. Et il faut savoir que ma poche à ce moment-là, elle n'était pas encore adaptée. J'avais pas trouvé le bon modèle, donc j'avais des fuites
2-3 fois dans la journée et je croyais que c'était normal alors que pas du tout. Et donc j'étais en boîte, en plus ma poche fuit, donc j'ai des selles partout quoi. Et j'ai une combi quoi, j'ai eu la bonne idée de mettre une combi, tu vois. Donc je peux même pas changer de t-shirt ou quoi, là j'ai en une fois, donc je peux pas l'enlever. Et en plus je me change, donc mais ma combi elle prend un peu l'odeur, j'avoue tout ça. Mais ça a pas rebuté, il a rien vu hein, comme quoi des fois on est omnibulé par autre chose. Et moi ça a été mon premier contact catastrophique avec mon mec, voilà, je ne savais pas que ça allait être plus sérieux, mais j'ai rencontré comme ça. Et puis finalement je l'ai revu le lendemain, le surlendemain, et en fait moi je l'ai vu tout de suite en maillot de bain quoi, parce que j'étais à la plage, donc je faisais du surf, j'étais dans mon camion avec mon chien. Et puis on s'est donné rendez-vous, mais voilà, il fait chaud, on est en maillot, etc. Et puis c'est comme ça en fait. Il y a pas de. C'est vrai que j'y suis peut-être allée un petit peu, un petit peu cash, mais en tout cas j'ai pas dissimulé ma poche. Par contre, j'ai pas expliqué tout à fait ce que c'était au début. Je lui ai dit, il m'a demandé, je lui ai dit, je veux pas en parler. Je me suis fait opérer, c'est un pansement, ça restera à vie. C'est comme ça. Un pansement. Un pansement. J'ai dit un pansement, ouais. Tu vois, j'ai pas dit une poche parce que poche, ça voulait dire qu'est-ce qu'il y a dedans, peut-être. Oui. Et du coup, c'est vrai que là, j'en étais encore au stade de c'est un pansement. Et en fait, il s'est pas posé plus de questions que ça. Donc, ça veut dire qu'on s'est découvert finalement, comme deux personnes lambda. On a flirté, on a appris à se connaître, on s'est revus. Et puis, à un moment, quand ça a commencé à être sérieux, c'est-à-dire 3 mois plus tard, là, il m'a reposé la question. Et donc je lui ai expliqué, puis en plus je pensais pas, mais moi ça a été hyper émouvant pour moi de lui expliquer, donc j'ai un peu pleuré, etc. Je me disais oh là là, est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il va se dire c'est dégueulasse ou oh mon Dieu quelle horreur. Et en fait lui il a réagi hyper calmement et il m'a dit bon ok, et limite c'était qu'est-ce qu'on prend pour l'apéro, mais tu as raison là, cet apéro c'est mais du coup voilà c'était mais il est passé en fait au-delà quoi. C'est extraordinaire, mais juste peut-être pour donner espoir à tous ceux qui en ont les premières relations sexuelles, tout ça enfin c'est pas évident quand même dans ta tête. Alors lui il savait peut-être pas, mais ah ouais, dans ma tête surtout parce que c'est vrai que du coup ça c'était avant même qu'il sache ce que c'était que la poche réellement, mais moi je cachais un petit peu, c'est-à-dire que je mettais des nuisettes dans le noir, etc. Enfin je voulais pas non plus que ce soit trop flagrant parce que c'était moi qui étais pas à l'aise avec mon corps. Mais finalement très vite j'ai compris que lui, il était complètement concentré sur autre chose, focalisé sur ce qui l'intéressait et que la poche, il la voyait pas du tout. Donc c'est sûr que je pense que rencontrer mon mec quelques mois après l'opération, ça m'a aidé à accepter, ça m'a aidé à passer au-delà de la poche et de me dire ok en fait la féminité et moi c'est ce qu'il y a autour aussi, ça peut être mes jambes, mes cheveux, physiquement je parle, mes lèvres, ma poitrine, mes fesses, enfin il y a plein de choses, ça peut être des bras, des mains, peu importe. Et puis qui je suis, je reste finalement la même personne, peut-être avec même quelque chose en plus parce que lui, quand je lui ai expliqué ce que j'avais, je lui ai dit mais ça te dérange pas? Et puis il m'a dit non parce que finalement c'est peut-être pour ça que t'es la personne que t'es aujourd'hui et que t'es quelqu'un de fort, indépendant et qui suit ses propres chemins. Et donc je me suis dit oui en fait c'est vrai que la maladie ça donne des leçons et peut-être une version 2.0 de moi-même, donc un peu meilleure. Bon pas tous les jours mais un peu meilleur qu'hier de temps en temps, quoi. Mais c'est hyper touchant et c'est clair que j'imagine de l'avoir rencontré comme ça 2 mois ou 1 mois après avoir cette poche, c'est quand même, on a presque envie de dire, écoutez, il faut que ça vous arrive tous de rencontrer le nouvel amour. C'est magnifique, quoi. C'est vraiment, c'est une superbe histoire. Et là, ça fait déjà un paquet d'années que vous êtes ensemble. Ça va faire 6 ans, ouais. Mais c'est quand même une star aussi. C'est une star parce que il est quand même tous les jours sur les dessins. Donc on est hyper. C'est fou comment on s'attache à des personnages de bande dessinée en fait. Mais oui, je vois, il a ses défenseurs là, mes détracteurs, qui disent oh là là, ce Julien, il est gentil, qu'est-ce qu'il est patient et tout ça, mais ils comprennent pas que moi aussi, je suis très patiente avec lui et tout ça. Mais bon, je dépeins un très beau portrait de mon chéri, je crois. Non, c'est super. Je peux te poser quelques petites questions. L'animal de compagnie, franchement, j'ai envie que t'en parles. Le bénévolat et l'animal de compagnie, je l'ai noté parce qu'à un petit moment, dans le livre, tu dis que t'étais tellement pas bien, t'as fait du bénévolat et ça t'a vraiment aidé à t'occuper, enfin, ça t'a aidé de t'occuper d'autres personnes. Et je trouve que c'est en fait hyper important c'est hyper intéressant que t'aies mentionné ça dans ton livre.
Ben, je pense que ça a joué un peu. Alors, je pense qu'il y a quand même une base, hein, où il y a des gens qui ont cette sensibilité-là, etc. Mais c'est vrai que moi, j'ai été aidée, portée, soutenue, accompagnée, tout ça pendant des années, pendant longtemps. C'était moi qu'on aidait. Et je pense que quand j'ai fait du bénévolat, ben, il y avait ce côté-là où c'était à mon tour Ouais. d'être la personne qui est bien, en fait, où tout va bien à peu près, voilà, quoi, ça se voyait pas, et d'aider et de tendre la main ben, aux autres qui, eux, avaient besoin, et de me retrouver dans ce rôle-là. Ben, ça faisait que je me décentrais un petit peu aussi, que j'étais moins focalisée sur moi, sur ma douleur, sur tout ça, et que j'avais un autre rôle à jouer, et que je contrôlais, ou voilà, j'étais active, et ça faisait du bien à quelqu'un, alors que d'habitude c'était plutôt les autres qui essayaient de me faire du bien à moi, quoi. Donc ça Mais m'a c'est fait une du bien. chouette, c'est chouette que tu en aies parlé dans ton livre parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui peuvent être coincées dans cette Ouais. colère, dans ce déni, et finalement de se tourner un peu vers les autres et de s'engager aussi pour les suivantes ou celles qui ont la même maladie et tout ça, ça peut vachement aider aussi, quoi. Et donc je trouve Oui, ça. puis ça permet aussi de relativiser beaucoup, parce que finalement, moi, j'ai été touchée par une maladie comme ça, paf, au hasard. Il y a des personnes qui, en dehors de la maladie, vivent des situations précaires qui sont hyper difficiles, quoi. J'ai rencontré des gens qui avaient besoin d'aide, des personnes très très touchantes qui avaient été maltraitées par la vie en dehors de la maladie. Donc c'est vrai qu'on se dit bon ben moi ok je suis malade, mais j'ai des gens qui m'entourent, j'ai un toit sur ma tête, j'ai à manger dans le frigo, donc tout n'est pas noir, quoi. Alors que pour d'autres personnes à qui on pourrait se dire bon, ils ont la santé, oui, mais ça fait pas, voilà, il y a d'autres choses aussi, donc je pense que ça rééquilibre et ça permet de relativiser et de voir les bons côtés de sa propre vie. Bah, chapeau, parce qu'il y avait quand même beaucoup de mauvais, enfin, je veux dire, objectivement, il y avait quand même beaucoup de mauvais, il y avait quand même, je me dis, mais c'est pas possible. Et le thème qui revient quand même en permanence dans ton livre, c'est cette gratitude pour cette vie, alors que franchement, c'était la merde, hein, je m'excuse, c'est le cas de le dire, quoi, mais c'était l'horreur, quoi. Et je me dis, t'es toujours là à relativiser, à exprimer de la gratitude pour les toutes petites choses, sans jamais nier la difficulté de tout ce qu'il y a eu. Donc, c'est presque un livre de philosophie, en fait, je vais dire. Bah c'est ça. Après il y a des phases où ça va, d'autres où ça va pas, mais c'est vrai que bah, rien qu'être, et tu as dû le connaître, qu'être enfermé à prendre un traitement à l'hôpital, ou être hospitalisé, des choses comme ça, où on est bloqué, où là vraiment on ne décide pas, et on n'a pas l'occasion juste de prendre l'air frais, ou de profiter de boire un verre, ou de se promener, enfin tout ça. Ça c'est des petites choses finalement qui nous ont manqué, et que ou peut-être on s'est dit aussi ben je pourrais pas les vivre, je les vivrai plus, c'est fini. Ouais, Donc ouais. effectivement, ça rend les choses plus belles aussi, ouais. Et Juliette, Marlito, est-ce que tu peux nous parler de cette décision d'avoir pris un animal de compagnie, qui est quand même dans le livre de David Servan-Schreiber, il parle quand même dans le livre Guérir, il parle de l'importance d'avoir un animal de compagnie quand ça va vraiment pas. Oui, bah alors moi c'est rigolo parce qu'en fait c'était pas pour ça quand même que j'ai adopté Marlito à la base. C'était plus parce que déjà j'ai toujours voulu adopter un chien. Alors j'ai toujours eu aussi ce côté où je voulais sauver un chien. Je me suis dit je vais aller dans un refuge, je vais prendre celui qui a trois pattes, une oreille, et voilà, dans un sale état. Ça a toujours été mon truc de me dire que j'allais faire ça. Et forcément, quand je suis rentrée de voyage, que j'ai commencé à travailler, je me suis dit bon, ben c'est peut-être le moment. Et puis c'était aussi c'est un peu comme le bénévolat. Bon, c'est pas du bénévolat, mon chien quand même, hein, mais il y a un côté où voilà, je vais prendre soin de quelqu'un d'autre qui aura besoin que moi je sois bien, que moi j'avance, et que je le chouchoute, et de prendre ce rôle-là. C'est pas Finalement c'était important pour moi. C'est vrai que je m'en rends compte en discutant avec toi, hein, Ouais. révélation. Et finalement, bah, mon chien, ça a été une révélation aussi, parce qu'effectivement, bah, tu te réveilles le matin. Moi, je me réveillais toujours dans la douleur par la maladie de Crohn. Donc, c'était vraiment ma première alarme du matin, c'était ça, diarrhée, douleur. Là, ma première alarme du matin, même si c'était à 5 heures ou 6 heures, c'était mon chien qui était hyper content de me voir, qui me faisait un gros câlin et des papouilles. Et là, il n'y a pas plus merveilleux réveil. Et la journée déjà commence incroyablement bien quand ça se passe comme ça. Donc déjà, ça va changer l'humeur, ça va changer la donne au niveau de comment je démarre ma journée. Et puis après, ben, avec un chien, on est obligé de sortir. On est obligé de sortir, donc on est obligé de se faire violence un petit peu, mais aussi de se faire du bien, parce que moi, mon chien, ben, je le promène, et je le promenais encore. Enfin, à l'époque, j'étais en appartement, donc je sortais 5 fois par jour. Il a toujours été habitué à sortir beaucoup, à peu près 2-3 heures par jour, ce qui fait que voilà, je marche, je prends l'air, j'oublie un peu, et puis
Je suis aussi dans un environnement nature où je peux m'échapper si j'ai des crises, où je peux m'arrêter. Et vraiment, c'est de l'amour en barre tout le temps, inconditionnel, Oh, continu. Et ça mais fait du bien, quoi. c'est prouvé en plus, hein, c'est vraiment thérapeutique. Hein. Je pense qu'il faut même pas spécialement parce que Marlito, il est quand même grand, quoi. Mais tu vois, je sais qu'un chat ou même, enfin, c'est vraiment prouvé que c'est hyper thérapeutique un animal. Bon, c'est une star, hein, quand même Marlito. Je trouve que c'est quand même une star. Il est... Bah oui, c'est grâce à lui que j'ai des abonnés. Sinon, j'en aurais 2, quoi. C'est lui qui, c'est tout qu'il a des fans. Oh là là, je suis en train de le voyage aussi. Tu as fait ce grand voyage. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ce que ça t'a apporté en fait finalement de partir, et de nous remettre dans le contexte de ton départ en fait? Ouais, oui, parce que je suis partie un peu pour une raison particulière, puisque bon, j'avais fini mes études. Alors en fait, j'avais déjà essayé de partir en voyage plusieurs fois. Ça avait toujours été un rêve, et puis je me disais surtout à ce moment-là où j'avais 24 ans, ça faisait donc quelques années que les traitements expérimentaux ne marchaient pas et que la maladie avançait. Et en fait, je m'étais mis en tête que je dépasserais pas les 30 ans. Donc je m'étais dit bon vu que je vais pas vivre bien longtemps, je vais réaliser ce rêve en tout cas qui est de voyager. Et j'avais déjà échoué puisque j'avais voulu faire une mission humanitaire en fait en Thaïlande l'année d'avant. Donc et puis en plus j'avais payé et tout pour la faire, je m'étais préparée, je devais aller dans un orphelinat, j'avais fait un programme éducatif avec de la peinture, etc. Et en fait 3 jours avant le départ, paf, je suis hospitalisée. Donc Oh du là coup je ne pars pas faire ma mission humanitaire. Donc déjà c'était un coup dur pour moi. Et deuxième essai en fait où je devais partir donc là avec mes amis en Australie. Et puis on a demandé le Working Holiday Visa, tu sais, pour pouvoir ouais, rester un an, travailler, ah ouais. voyager. Sauf que moi j'ai expliqué que j'avais la maladie de Crohn dans la demande. Et donc en fait mes amis ont reçu leur Working Holiday Visa, donc ça a été accepté. Et moi en fait je ne le recevais pas. Donc au bout d'un Oh. moment, je me suis dit bon, eh bien puisque de toute manière la maladie à chaque fois me pourrit mes plans, je ne vais plus rien prévoir, tant pis. Et donc après mes études, j'ai travaillé dans un camping et là j'ai pris un billet, un aller pour l'Asie, en me disant voilà, je vais rien prévoir, je vais essayer de vivre au jour le jour, sans plan, sans suivi médical. Tu vois aussi il y avait ça, de ne pas être accrochée à cette organisation toujours par rapport à la maladie. Et puis toute seule, pouvoir me débrouiller et être un boulet pour personne. Et puis on y va quoi. Et t'es partie Donc combien de temps là? je suis partie 5 mois. Donc je suis rentrée quand Ouais. j'avais plus de sous quoi. C'est ce qu'on voit dans la BD, mais ça a été vraiment une coupure nette avec la maladie. Enfin, tu la vivais quand même cette maladie là-bas aussi. Je la vivais du coup oui, mais après je faisais ce que je voulais. C'est vrai que j'avais moins le stress des horaires, j'avais moins le stress du rythme en fait qu'on a ici en France avec métro, boulot, dodo, c'est un petit peu ça quoi, avec les fêtes, les soirées, la vie sociale, la famille. Enfin, il y a beaucoup de Toi, choses. t'es déjà le rythme de la maladie aussi, hein, parce que Ouais. je veux dire, t'es contrainte. Tu fais pas Oui. tu faisais pas ce que tu veux. J'imagine. Maintenant, j'ai envie de te poser une question. Avec la stomie, tu n'as plus de douleur? Avec la stomie, non, je n'ai plus de douleur et je suis en rémission depuis l'opération, c'est-à-dire que la maladie s'est endormie. Ah, Donc, ouais, ah. parce qu'on ne guérit pas de la maladie de Crohn. Par contre, on peut être en rémission pendant 20, 30 ans. Enfin, c'est voilà. Mais finalement, les aliments, ils vont plus là où c'était enflammé. Ils sortent avant, en fait, quelque part. C'est ça, Donc, tout à fait, donc, ouais. donc, en fait, on n'enflamme plus les intestins parce qu'il y a plus de. Oui. Est-ce que tu peux nous, je sais que c'est pas un secret et que tu avais accepté de le dire. Donc, tu as eu une grosse opération il y a pas longtemps. Oui, oui, parce qu'en fait, alors moi, il me restait donc une toute petite partie du rectum avec l'anus. Cette partie, elle s'est recroquevillée, elle s'est sténosée. Mais par contre, moi, j'ai toujours été sujette avec Crohn aux fistules. Mhm. Donc ça a fini là par creuser, par faire une cheminée derrière l'anus. Et cet épanchement était infectieux, donc il a fallu réopérer. Donc ça n'a pas vraiment, enfin ça a à voir avec la maladie de Crohn, mais c'est pas un retour de la maladie. C'est plutôt des vieux restes qui se réveillent, voilà, et qui me D'accord. dérangeaient. Ça m'a rappelé un petit peu, ouais, que j'avais de la chance. Mais tu vois, non, mais je trouve que c'est bien parce que je me dis, j'avais un petit peu oublié, là j'étais dans mon confort, etc. Là, ça m'a mis un peu une claque dans la gueule, mais finalement, quand tout ça sera fini, mais qu'est-ce que je vais profiter? Ça va être... Ouais, mais c'est quand même c'est quand même un deuxième combat, quoi. Je dirais la stomie, puis il y a eu ça, quoi. C'est quand même c'est énorme. dommage.
Ouais. C'est dommage. Ça aurait pu, s'arrêter là, mais bon, ouais, faut toujours que ça te rattrape un petit peu. Moi, déjà, si la maladie reste endormie, je suis contente. Cette opération, je vais prendre mon mal en patience. C'est vrai qu'une amputation anale, ça prend du temps, c'est douloureux, hein, c'est difficile, c'est des soins tous les jours, 2 fois par jour là, et la cicatrisation est très lente. Mais j'ai plein de projets pour l'après. Donc j'ai des voyages, l'été va arriver, je serai au top. Enfin tu vois, je pense à tout ça en fait et je me dis qu'est-ce que ça va être bien, ça a encore plus de goût. Mais c'est fou, tu vois, je te parle de grosses difficultés qui revient là et puis tu parles de gratitude. Donc franchement, moi ça me fait du bien de te lire, ça me fait du bien de te suivre, ça me fait du bien ce podcast va faire du bien à tellement de monde parce que là tu nous vends de l'espoir en dose massive. Merci vraiment, merci de tout cœur. Alors on va terminer ce podcast. Je vais te demander quels sont tes rêves pour 2023, 2024. Est-ce que tu as des rêves? J'ai plusieurs rêves, oui. J'ai des rêves de BD, évidemment. Parce que vraiment, je travaille dans ma passion et c'est tellement stimulant. Moi, tu sais ce que c'est de travailler de ta passion. Là, c'est voilà. Donc j'espère. Ça, je peux bien comprendre. C'est le bonheur. Oui. Ouais. Voilà. Donc moi, j'essaie de me calmer un petit peu, mais quand même, j'ai envie de continuer à faire des BD et puis avec d'autres auteurs. Là, ça me stimule vraiment. Donc, ce qu'on peut me souhaiter, en tout cas, c'est un prochain ouvrage. Un prochain voyage aussi quand tout ira bien après, quand ma convalescence de cette opération sera finie. Vraiment, la première chose que je veux faire, c'est partir avec ma maman et avec mon chéri, profiter et puis que ça continue comme ça. Voilà. Moi, entre BD et voyage, je suis la plus heureuse. Et BD, est-ce que ce serait carrément sur ton histoire ou en fait tu fais des illustrations pour les autres, hein? T'as fait d'autres BD pour d'autres personnes aussi, hein? Oui, j'aime bien travailler avec des auteurs parce que c'est vrai que j'aime bien tout faire aussi, mais travailler avec des auteurs, c'est très enrichissant parce que c'est une nouvelle écriture, ça s'adresse pas forcément au public que je vise moi d'habitude, naturellement d'ailleurs, et surtout c'est des sujets sur lesquels j'irai pas forcément et donc j'apprends des choses sur ces sujets-là, donc c'est super enrichissant, ouais. Je pense qu'il faut avoir les deux quand même. Ouais, mais alors est-ce que tu vas nous donner un petit peu ton compte Instagram, ton site internet et puis et vous savez que vous pouvez vous faire un petit portrait personnalisé. Alors moi j'ai l'impression de m'offrir un bijou, hein, donc je me commande mon portrait personnalisé et tu nous donnes un petit peu tous tes comptes Instagram et site internet, le nom de tes livres, comme ça tout le monde les a. Ouais, alors moi vous pouvez me suivre donc sur Instagram et Facebook, mon pseudonyme c'est StommyBuzzy. Mon site internet, c'est stommybuzzy.com où effectivement je vends des portraits personnalisés et vous pouvez aussi avoir une petite présentation et une page où il y a tous les livres que j'ai illustrés. Donc il y a Macron de vie, il y a #couple parfait ou pas qui est sorti il y a une semaine tout pile. Ouais, moi je l'ai reçu il y a une semaine, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a aussi pour les petits Clémentine. Donc ça c'est une BD pour les enfants, mais apparemment très très apprécié aussi des adultes. Donc moi j'aime bien l'écriture qui a été écrite par Elsa et Mel. Et puis il y en a quelques-uns d'autres, mais je peux pas tout dire parce que sinon je vais faire une liste. Oui, on va surtout découvrir. Mais merci tout cœur, Juliette. Franchement, j'ai hâte de monter cet épisode. Et puis ça va être rapide. Il sera la semaine prochaine sur toutes les plateformes d'écoute. Et vraiment merci pour ton temps. Merci à toi aussi. C'est un plaisir de discuter avec toi toujours. Merci Juliette. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes tous ensemble, partager nos joies, nos peines, et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi, vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Et puis, dernière petite chose, Naître princesse devenir guerrière a lancé sa page sur Tipeee, une plateforme de soutien pour aider les créateurs de contenu, les podcasteurs, les artistes à vivre de leur passion.
Comme vous pouvez l'imaginer, le podcast représente un énorme investissement en termes de temps, de travail et de moyens. Un effort qui m'est rendu évidemment au centuple, grâce à tous vos mots doux, vos écoutes, vos commentaires, vos encouragements et j'en passe. Et pour tout cela, merci de tout cœur. Mon intention aujourd'hui est de pouvoir rendre le podcast pérenne et qu'il puisse s'autofinancer. Alors recevoir le soutien de mes auditeurs serait le plus beau des cadeaux. Un petit montant, 1 euro, 2 euros, 5 euros peut faire une énorme différence. Si vous désirez me soutenir, toutes les infos sont dans la description de tous les podcasts. Et je tiens vraiment à dire quelque chose de très important. La gratuité de mon podcast est et restera ma grande priorité, quoi qu'il arrive. Je veux qu'il puisse aider le plus grand nombre, peu importe les moyens. Je vous embrasse tous très fort et prenez bien soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine.